Tous les jours, je suis avec eux. Cherchez-nous, faites-nous. Et en fin de compte, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Il m'est revenu des propos qu'on a attribués au président qui m'ont très très choqué. Et j'ai cherché à le voir. Je vais vous dire quelque chose, hein. C'est un témoignage. Cherchez à le voir. C'était le lundi 20 mars. Je l'ai vu vers 12h35 dans son bureau à Koulouba. Je lui ai dit, Monsieur le Président, il m'est revenu ce que vous avez dit. J'ai compris. Mais je vais vous jurer. Hier, je cherchais seulement à vous aider à aider mon pays. Mais à partir de cet instant où je te parle, c'est fini. Qu'est-ce qu'il vous avait dit qui vous a fâché ces propos? Je ne le dirai pas. Pourquoi, imam? Non. D'accord. Il vit, ça je le dirai entre moi et lui, pas à vous. D'accord. On le respecte. Évidemment, c'est un frère que je respecte, qui m'estime, j'estime beaucoup. C'est des situations de l'histoire qui ont amené tout cela, je l'accepte volontiers. Mais je ne divulguerai pas ça. Ok. D'accord. Donc, je lui ai dit que, mais à partir de cet instant où je vous parle, ça c'est que je suis votre ennemi et je ne serai plus avec vous. Alors c'était assez grave, ces propos-là, l'idée. Ben, c'est pour vous dire tout simplement combien j'étais fâché et j'ai risqué ma vie. C'était à Koulouba, dans son bureau. Ouais. Voilà. Et je lui ai dit, si vraiment j'ai un conseil à vous donner, c'est de dire à votre garde de venir me prendre et de ne pas me laisser descendre. Oula. Oui. Mais lui, il m'a dit, mais toi là, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu ne comprends rien, là, vraiment, toi là. Il me chahute parce que c'est un ami à moi. Mais les gens veulent nous opposer, et toi aussi tu t'engages dans ça et puis tu t'emballes. Mais vraiment, toi là, c'est pas la peine. Vraiment, il m'a chahuté. Il n'a pas été. J'ai été très agressif envers lui, mais il n'a pas répondu. Je dois le reconnaître aujourd'hui. C'est un homme humble. Entêté. Je le reconnais ça jusqu'à aujourd'hui. Ses propos, je les tenus dans son bureau, en face de lui. Il aurait été quelqu'un d'autre, il allait chercher à me faire disparaître, mais il ne l'a pas fait. Ça, je n'oublierai jamais ça. Je retiens ça au fond de moi. D'accord. Voilà. En Posé... plus de l'avoir pardonné pour la vie de ce que j'avais appris. D'accord. Finalement, c'était lui ou c'était pas lui? Qu'il soit lui ou que ce n'est pas lui, en Vous tout n'avez pas cas, cherché à savoir. je n'ai pas cherché à savoir, mais je lui ai pardonné pour la vie. Donc c'était lui? Ben, je ne sais pas. Imam. Voilà. Mais c'est pour vous dire tout simplement Oui. la grandeur dont il a fait montre. Oui. Pendant que moi, religieux, j'étais en colère. D'accord. Après, j'ai réalisé tout ça. Parce que l'honnêteté veut qu'on accepte certaines choses. J'ai vu en lui quelqu'un d'une grandeur d'âme. Voilà. J'ai été l'agressé presque à son bureau, à Koulouba, là où il exerce son pouvoir. Il avait tous les pouvoirs avec lui ce jour-là. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, il y a eu le coup d'État. Et ceux qui ont fait le coup d'État, le lendemain, la première personnalité qu'ils ont cherché à rencontrer, c'était l'imam. Donc tu fais le lien. Oui. Voilà. Donc, Facilement. c'est pas facile. Et moi, je sais que je n'étais rien dans ce coup d'État. Mais pour quelqu'un, pour ATT ou son entourage, à qui j'ai tenu de tels propos, et que le lendemain, il y ait un coup d'État comme ça, comment il pourrait comprendre que l'imam n'y est pas pour quelque chose? Donc c'est cette coïncidence, la même chose avec la CEMAS. Aujourd'hui, si on peut résumer, ce sont les dernières questions que je vous pose là. Si on peut résumer, vous n'avez pas de réseau avec les terroristes. Vous ne cherchez pas à construire un État islamique au Mali. Vous ne cherchez pas de pouvoir politique et vous n'avez pas d'ambition d'être ni président, ni premier ministre, ni responsable d'une institution. Vous êtes un imam dans votre mosquée à Badalabougou. Et je resterai imam. Inch'Allah. J'ai bien interprété toutes vos intentions. Wallah. Je suis moi, imam, fils d'imam, petit-fils d'imam, arrière-petit-fils d'imam. Je demanderai à Dieu de mourir imam. Imam pour Dieu, pas imam des autorités ou imam de tout. Non, imam pour Dieu.
et pour ces pauvres meurtris qui vivent cette situation dans nos pays. Pour terminer, Imam, quand vous entendez un président de la République dans un sommet, quand vous rapportez des propos d'un président de la République dans un sommet qui vous dit sommet des chefs d'État, qui dit Imam Dicko, il a des intentions voilées, c'est ce qu'on vient de comprendre maintenant. Donc ses intentions sont comprises. Il veut provoquer une transition qu'il veut conduire lui-même afin d'ouvrir la porte à un État islamique au Mali. Donc ne l'acceptez pas. C'est facile, non? Bon, je suis vraiment désolé. Je l'ai dit, je ne voulais pas commenter ces propos. Mais quand c'est un chef d'État qui le dit? Écoutez, je lui laisse l'entière responsabilité de ses propos. Je ne les commente pas. Je le considère, hier comme aujourd'hui, comme un grand frère, et je le tiens comme ça. Ces propos, c'est l'histoire qui nous donnera le reste. Le président Alassane Ouattara a dit, à sa suite, qu'on aime bien la CEDEAO. Je pense qu'il vous a paraphrasé parce que c'est vous qui avez dit que vous voudriez une CEDEAO des peuples, pas une CEDEAO des présidents de la République. Je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Le président Alassane Ouattara dit donc, nous sommes d'une CEDEAO du peuple, mais nous n'aimons pas le désordre. Mais le désordre, qui aime le désordre? Moi, les protestataires. J'ai beaucoup de respect pour Alassane Ouattara, c'est un grand homme. Je le reconnais. Avant qu'il ne soit président de la République, il a été d'abord quelqu'un qui a exercé de hautes fonctions au nom de l'Afrique. Ensuite, dans son pays, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui, vraiment. Et beaucoup d'estime et beaucoup de considération. Et je lui souhaite vraiment beaucoup de réussite dans ce qu'il est. Mais il n'a pas compris la situation pour avoir des propos comme ça? Ben, je suis vraiment, je le respecte beaucoup, c'est un grand frère, c'est un aîné. Je ne vais pas vraiment interpréter ou commenter ses propos. S'il aime le peuple de la CEDEAO, tant mieux. Et il n'est pas ceux qui sèment le désordre. Ben, souhaitons bien que le désordre ne soit pas semé, ni chez nous ici, ni chez lui, ni ailleurs. Le président Alpha Condé a dit qu'il faut respecter l'ordre constitutionnel au Mali. Il a demandé à ses pairs, donc les autres présidents, de soutenir IBK sans concession. Ben, il est dans son bon droit. Moi, je ne commente pas les propos de chef d'État. Non, je ne demande pas de commenter. Vous voyez, je dis ces propos parce qu'en même temps, vous êtes engagé dans une lutte. Ils se sont déplacés. C'est quand même pour vous que 5 chefs d'État sont venus. Bon, pas pour vous personnellement, vous allez me dire, pour le peuple malien. Ouais. 5 chefs d'État sont venus ensemble dans la crise malienne. Donc, quand vous entendez des interprétations, ou plutôt dans leur discussion entre eux, est-ce que vous vous dites qu'ils n'ont pas compris du tout? Mais comment vous voulez-vous que ce chef d'État se déplace pour le Mali, pour notre crise? De quoi ils ont parlé? Des élections qui ont eu lieu dans certaines localités où il y a eu protestation. Ils ont limité la crise à cela. Mais le Mali, il y a une crise profonde où des centaines, voire des dizaines de milliers de Maliens sont tués froidement tous les jours. Les cases sont brûlées, les villages sont saccagés. La crise est tellement profonde que, de façon superficielle, parler de cela et nous dire, bon, taisez-vous maintenant, ce qu'on a dit, il faut l'accepter et puis il n'y a pas de problème. Ils n'ont même pas parlé de gouvernance dans le pays. Mais le problème est la cause profonde de cette situation. C'est cette gouvernance catastrophique qui fait qu'aujourd'hui, l'État n'est pas présent dans peut-être... Le fait de ne pas tenir en compte tout ça, c'est fait exprès ou ils n'ont pas du tout compris? Je ne sais pas, croyez-moi, je ne sais pas de vous faire des choses. Mais j'essaie de comprendre de votre point de vue. Ouais. Comment 5 chefs d'État peuvent se déplacer pour venir résoudre une crise dans un pays et qu'après ils partent comme ça sur un échec? Et après que ce soit les partis qui expliquent effectivement ce que vous êtes en train de dire, ils ont tout résumé à ceci. Oui, mais c'est ce qu'ils ont fait. Est-ce que chaque 5 chefs d'État, pour lesquels nous avons beaucoup de respect, oui, qui sont quand même les plus grands chefs d'État de la sous-région, voire même de l'Afrique, se déplacent. Et en quelques heures, ils viennent. Et on ne discute même pas, on nous écoute seulement, on a dit des choses. Et ils ont dit ce qu'ils ont résumé. Ben nous, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit entre eux et le président malien. On n'a pas assisté, on n'est pas invité, personne de nous n'était pas là-bas.
Ils ont parlé entre eux, après ils sont venus, ils nous ont dit, bon, voilà, 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 et puis... Mais est-ce que vous pensez que ça, c'était la bonne manière de résoudre un problème? C'est vrai que les chefs d'État ont d'autres choses à faire que de venir vraiment s'asseoir ici, polémiquer avec nous, avec tout. Non, 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 pas du tout. Mais je pense réellement que ce qui a donné lieu d'ailleurs à toute cette contestation de résultats et autres là, ça démontre à suffisance la, enfin, le désordre et, et tout ce que ça... comment tu peux le qualifier de notre système quand les instruments qui doivent donner cutis à un individu pour parler au nom du pays, agir au nom du pays, qui est être député ou être président de la République, quand l'instrument, cette institution même qui est remise en cause, qui est contestée par le peuple malien, vous pensez que ça doit se faire en colmatage? Non, ça ne peut pas se faire. Maintenant, ces chefs d'État ont décidé de sanctionner ce qu'ils ont décidé, à ce qu'ils ont appelé ceux qui ne participeront pas à la mise en œuvre des solutions qu'ils ont proposées. Le M5-RFP l'a refusé. Certainement, les protestations vont continuer. Et vous êtes de ceux qui protestent aujourd'hui contre le pouvoir. Indirectement, on pourrait dire, vous pourrez faire objet de sanctions de la part de la CEDEAO. Sanctions de quoi? On ne sait pas, peut-être on peut vous interdire d'entrer dans votre mosquée. Mais en dehors de ça, je ne vois pas vraiment en quoi on peut... Parce que moi, je n'ai pas... D'abord, je vous ai dit, hein, moi, je n'ai pas d'avoir qu'il faut aller geler. Je n'en ai même pas à Bamako. Je n'ai même pas de compte bancaire. Vous l'avez dit, oui. Donc, je n'ai aucun avoir que quelqu'un peut geler, à moins qu'on aille chercher les bétails que mon père m'a laissés. En brousse, là, on me dit de ne plus les traire et boire le lait. D'accord. Ou bien, je ne sais pas, sinon, de ne pas voyager. Donc, rien ne vous inquiète? Bon, voyager, moi, je ne voyage même pas. Je n'ai jamais demandé de visa pour aller ni en France, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Mais vous pourrez venir en Guinée? En Guinée, mais si Alpha Condé ne veut pas que j'aille en Guinée, bon, je vais rester à Kourémali, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème. Imam Dicko, donc une dernière question, ça sera une question géopolitique. Est-ce que vous pensez que la mauvaise résolution de la crise malienne peut avoir des répercussions sur d'autres pays de la sous-région? Je peux parler de la Côte d'Ivoire, pays voisins, la Guinée et ainsi de suite. C'est pourquoi la CEDEAO a l'obligation de trouver une solution consensuelle. Moi, je salue en réalité, malgré tout, l'engagement de la CEDEAO, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé. Et je salue encore une fois, à travers votre micro, ces grands chefs d'État qui sont venus au chevet du Mali. Ça dénote combien vraiment le Mali, ce que nous disons, c'est la réalité. C'est le Mali qui avait dit, pour l'unité africaine, nous sommes prêts à céder une partie ou la totalité de notre souveraineté, pourvu que l'unité africaine soit une réalité. Ça fait partie de nos devises, ça fait partie de ce que nous avions. On nous les a enseignés, inculqués. L'imam est un imam, un élève coranique, mais j'ai eu quand même la chance de connaître un peu dans ce qui se passe dans mon pays. Oui. Donc je le sais. Et je sais combien nous sommes liés, nos différents peuples. Et nous sommes les mêmes peuples. Tout ce qui arrive chez nous, certes, aura des répercussions dans leurs différents pays. Ça, je ne doute même pas. Aujourd'hui, je ne le souhaite pas que ça dégénère dans nos pays. Mais vous savez, la cause principale de tout ce qui peut venir émane de quoi? Je le dis, je le redis, j'ai rencontré les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, je ne sais pas, tout le monde. Je leur ai dit, tout cela a pour cause la mauvaise gouvernance. Tant que la gouvernance dans nos différents pays ne s'améliore pas, nous ne pouvons gagner aucun combat. Le combat contre le terrorisme, le combat contre le djihadisme, ça ne se gagne pas seulement avec les armées. C'est les peuples qui peuvent vous faire gagner ce combat. Et quand le peuple et les dirigeants sont en porte-à-faux, vous ne pouvez ni gagner la bataille du développement, ni la bataille de la sécurité, ni plus rien, parce qu'aujourd'hui, tous ces peuples-là sont en porte-à-faux avec leurs dirigeants. C'est ça la réalité. Oui, effectivement. Voilà. Oui. J'avais dit que c'était la dernière question, mais croyez-moi, c'est peut-être certainement la dernière question. Imam, bien évidemment, l'islam est universel. Moi aussi, effectivement, et on a des imams dans chaque pays. C'est le cas de la Guinée où il y a des manifestations depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs années. Le pouvoir du président Condé est parfois contesté par le FNDC.
Récemment, après votre sortie, on a reproché au grand imam de Conakry de ne s'être pas impliqué justement d'une autre façon que la façon qu'il a à lui de s'impliquer dans la crise. Donc, on lui reproche des déficits d'engagement dans la résolution justement de cette crise entre les gouvernants et les gouvernés. De votre point de vue, est-ce que c'est un mauvais procès qu'on lui fait? Ou, effectivement, on devrait être des imams 2.0 comme vous, prendre position effectivement sur la philosophie. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour nos imams. Oui. Je ne l'ai pas connu personnellement. Et les gens m'ont approché. Il est difficile pour moi de donner un point de vue par rapport à sa personne. Qu'on souffre vraiment de ne pas vraiment me prononcer sur ça. D'accord. Alors, de façon universelle, vous pensez que les hommes religieux doivent aujourd'hui faire mieux que de se contenter de diriger des prières dans les églises ou dans les mosquées? Ben écoutez, moi je me réfère sur un hadith du prophète de l'islam. Sauf que je le dise parce que je suis un imam. Oui. On me qualifie de ce qu'on veut, ça c'est leur droit. Et moi je sais ce que je suis. Voilà. Ceux qu'on qualifie de rigoristes et autres là, pour eux, moi-même on me qualifie, et même me qualifie autrement. Parce que, moi de mon point de vue, c'est un problème que nous avons en Afrique aujourd'hui. C'est de ne pas avoir une autonomie de pensée pour nous. Les imams. Pas l'imam. Je parle des peuples maliens. Des peuples du moins d'Afrique même, oui. Si tu veux. Oui. C'est cette déficit d'avoir une autonomie de pensée. Il faut qu'on pense pour nous-mêmes de ce qu'on doit être. Ne jamais laisser les autres penser à notre place. Le problème des religieux et des politiques. J'ai fait référence au prophète alayhi salatu wassalam, qui parle dans un hadith authentique où il parle de deux catégories de personnes que si cette catégorie-là s'améliore, ils sont bien, c'est le bien-être pour toute la Oumma. S'il y a un déficit, ça a une défaillance auprès de ces deux catégories, c'est la catastrophe pour la Oumma. Il a dit, al-ulama wal-umara, les savants et les gouvernants. Non. Les savants et les gouvernants. Les savants, c'est les ulémas, donc le religieux de façon générale. Pas forcément religieux qui fait prier les gens. Tout détenteur du savant rentre dans ça. Al-Umara, ce n'est pas seulement les princes qui sont au Golfe ou ailleurs. Okay. Ceux qui ont la charge et la destinée des peuples. Si ces deux-là sont bien, ils se complètent, la Oumma aura le bien-être. Vous savez, les politiques et nous défendons les mêmes peuples. Nous gérons les mêmes peuples. Ceux qui vont à la mosquée, à l'église, c'est eux qui vont aller aussi voter pour le député, le président, et le maire et tout le monde. Ce n'est pas d'autres. Donc, ceux qui dirigent ces mêmes peuples-là, oui, quand ils sont opposés et qu'ils ne parlent pas le même langage, ils ne voient pas vers la même direction pour le bien-être de ce peuple-là. Oui. Et l'autre là, il est dans la mosquée, il maudit l'homme politique est dehors, il dit que bon, le religieux là, il est ceci, il est cela, entre nous. Alors que nous avons un bien, nous avons, disons, quelque chose de commun, qui est ces peuples, pour lesquels tous on agit, on pense qu'on cherche leur bien-être d'ici-bas ou l'au-delà. Alors, quand nous-mêmes, ces acteurs, on ne parle pas, on ne va pas vers la même direction, on n'a pas de conseils à donner à ceux qui nous dirigent, oui, pour leur dire attention, les peuples souffrent, puisqu'il y a, nous pensons qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et qu'eux, à leur tour, nous demandent souvent, dans telle chose, nous voulons telle politique. Moi, je me rappelle, on parle de vaccination ou de trucs, souvent, où ils ont des problèmes. Oui. Souvent, il faut passer par le religieux pour essayer de... Oui. Mais il faut qu'on se parle. Si on ne se parle pas, si on crée le fossé entre nous, le symptôme, c'est-à-dire que l'émission qu'on
qu'on doit avoir autour de tout, l'unité, la force. Mais on ne peut pas l'avoir, ce n'est pas possible. Moi, je rentre dans la mosquée, mes premières cibles sont les politiques. C'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est de ceci, c'est de cela. Je le dis à ces mêmes gens qui demain soir, le député va les appeler, c'est le chef du village, il offre telle chose, on peut on dit que non, là ça ne va pas. On déchire le peuple, on le désoriente. Ils ne savent même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, c'est grave. Et c'est pour cela, je pense, sans être nous-mêmes les acteurs politiques, une complémentarité et une complicité est aujourd'hui nécessaire pour éveiller nos concitoyens. Pour que les gens sachent que payer son impôt, c'est un devoir citoyen. Mais il est même un devoir religieux. Qu'être d'accord pour qu'un dispensaire ou un hôpital soit construit dans un endroit qu'on vaccine nos enfants, que c'est un devoir citoyen, mais c'est aussi un devoir religieux parce que ces enfants-là doivent être en bonne santé. Mais si on ne se parle pas, on ne se complète pas, comment voulez-vous que les choses se comprennent? Mais moi, ce que les gens disent, non, il faut laisser ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient à César, appartient à César. Mais ça, c'est d'autres conceptions. Pour moi, rien n'appartient à César, tout appartient à Dieu. Effectivement. Voilà. Le rôle, peut-être pour une petite truc, le rôle, c'est que on peut, les imams comme vous, d'ailleurs, vous pouvez vous contenter de donner des conseils ou sur le minbar dire ce que vous voulez, parce que là-bas, ça vous appartient. Mais ce que vous êtes impliqué, on vous a vu dans des manifestations. Nous, chez nous, par exemple, en Guinée ou dans d'autres pays, on ne voit pas les imams dans des manifestations, ils se retirent. Donc, il manque d'implication. Est-ce qu'il n'y a pas de fondement pour... Écoutez, si vous restez dans les mosquées, personne ne vous trouve là-bas. D'accord. Mais vous pensez que les députés sont restés dans leur QG seulement? Ils sortent pour nous rentrer chez les imams pour demander leur implication? Pourquoi eux, ils viennent à nous? Parce qu'ils ont besoin de vous. Les présidents, ils rentrent chez les religieux, ils s'agenouillent pour rentrer là-bas quand ils ont besoin de nous. Ce n'est pas leur lieu de travail. Non, absolument. Mais pourquoi si nous, on vit ailleurs, ça devient un problème? Mais quand même, on nous prenne pour qui? Quand même. La fin de cette émission. Merci de bon, assalamu alaikum. Mais peut-être que c'est la dernière phase de l'émission. Peut-être qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou pas du tout abordé, ou une adresse que vous avez envie de faire. En 30 secondes, vous regardez la caméra et vous dites ce que vous pensez. Non, ce que je dis, c'est de saluer d'abord le peuple frère de la Guinée et tous les peuples africains. Et qu'encore une fois, on doit prendre conscience que notre destin n'appartient qu'à nous. Et c'est vraiment penser que les gens, moi, souffrez que je le dise comme ça. Je sais, ça va faire grincer beaucoup de dents, mais je préfère le dire. Les Africains, souvent, on a une naïveté, c'est de penser que des marchands d'armes et les gens qui, par au gré de l'arme, ont imposé leur suprématie, viendront nous offrir, nous, ici, la paix et la stabilité. C'est cela. Voilà, aujourd'hui, vous n'aurez que ce que vous-même, vous allez chercher. Il faut que les Africains acceptent de se battre, de se sacrifier. On ne peut rien retrouver dans cette vie-là si on ne se bat pas. Salam alaikum. Alaykoum salam. Derrière les caméras, il y avait Amara Alexila et Alassane Diallo. Imam, j'avais envie de vous demander où est Soumaïla. Est-ce que vous savez où est Soumaïla? Si je le savais, j'allais le chercher. Non, c'est tout dans un autre numéro. Au revoir.